Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. La Commission électorale nationale indépendante était hier face à la presse. Cette rencontre a permis à la CENI de faire le point sur le recensement qui vient de s'achever. Les données disponibles sont en cours de traitement pour procéder au dédoublonnage afin d'aboutir à une liste définitive. Lancement hier à Lomé et ce pour 2 semaines de la 15e Foire internationale de Lomé. C'est un grand rendez-vous des affaires qui offre aux pays participants plusieurs opportunités dans la promotion des échanges de produits et services entre les pays de la sous-région. La région de Mopti, dans le centre du Mali encore, dans le collimateur des djihadistes, une opération conjointe des armées françaises et maliennes a permis la mise hors de combat d'une trentaine de terroristes. Le forum de haut niveau sur le développement des zones de transformation agro-industrielle à travers les partenariats publics et privés au Togo a pris fin hier à Lomé. Il s'agissait pour la rencontre de mettre en lumière les potentialités d'affaires existantes dans le domaine de l'agro-industrie au Togo. Nous recevons dans ce journal M. Kanimba François, ancien ministre rwandais du Commerce et de l'Industrie. Il nous parle de l'expérience réussie du Rwanda en matière d'agro-industrie. Et puis nous aborderons également les autres rubriques de ce journal, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Un fichier électoral fiable, crédible, transparent et dénué de toute suspicion, c'est le point de vue de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a fait hier le point sur le recensement qui vient de s'achever. C'était hier donc à Lomé, à la CENI. Angèle Outondi. Au cours de cette rencontre, 6 points ont été abordés avec les journalistes. L'organisation pratique du recensement, la mobilisation des citoyens, l'appui de la CEDEAO, le dépôt des candidatures et le rappel du chronogramme. En ce qui concerne le recensement, les chiffres bruts disponibles après la compilation des données des 38 commissions électorales locales indépendantes CELI ont été partagés avec les journalistes. Professeur Kodjouna Kadanga, président de la CENI. À l'issue de ces opérations de recensement électoral, en guise de tendance et sous réserve des phases de traitement des données, les chiffres disponibles sont les suivants. Total d'enrôlés, 3 41 599 pour les 2 zones. 1 428 273 hommes inscrits et 1 613 326 femmes inscrites. Les statistiques de la prorogation exceptionnelle du recensement donnent provisoirement 210 000 enrôlés. Tous ces chiffres issus du recensement sont en cours de traitement au Centre national de traitement des données qui va procéder au dédoublonnage pour aboutir à une liste définitive. Quant à la CEDEAO, elle a mis à la disposition de la CENI 2 experts électoraux et 2 auditeurs du fichier électoral pour accompagner l'institution en termes de conseil. En ce qui concerne le dépôt des candidatures, l'institution a fait savoir à la presse qu'elle a réceptionné 140 dossiers provenant de partis politiques, de regroupements de partis politiques et d'indépendants. Des dossiers qui sont transmis à la Cour constitutionnelle pour examen en vue de la publication de la liste définitive. D'autres activités sont au programme avant la tenue de l'élection législative le 20 décembre prochain. Professeur Kodjouna Kadanga. Du 27 novembre au 3 décembre 2018, nous avons la première phase de l'audit du fichier électoral provisoire. 30 novembre, affichage des listes électorales provisoires dans les CRV. Après ces affichages de listes provisoires, nous avons la gestion administrative des contentieux sur les listes électorales et traitement des doublons. Du 1er au 13 décembre, campagne électorale pour les législatives, du 4 au 18 décembre. Deuxième phase d'audit, les 12 et 13 décembre. La création et publication du bureau de vote, ça sera le 13. Vote par anticipation des forces de l'ordre, 18 décembre. Vote général, 20 décembre. Après sa rencontre d'échange avec les médias publics et privés et la presse étrangère sur les préparatifs de la couverture médiatique de la campagne des élections législatives du 20 décembre prochain,
La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, instance de régulation de la presse, a procédé hier à la signature du code de bonne conduite du journaliste avec les organisations de la presse. C'est un garde-fou qui permettra aux médias de remplir leur mission dans le strict respect des règles qui régissent leur profession. Aruna Molla. Les périodes électorales constituent une étape sensible dans la vie d'une nation. Ainsi, les médias qualifiés de quatrième pouvoir ont-ils un rôle incontestable à jouer dans le choix éclairé et responsable des électeurs. Le code de bonne conduite se veut une lumière pour orienter les journalistes dans la couverture des activités électorales avant, pendant et après le vote en vue de préserver la paix sociale. Mathias Ayena, rapporteur de la HAC. Le code est un tout. C'est un engagement que le journaliste prend de faire son travail en respectant les règles du métier. La responsabilité sociale, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les propos, les écrits d'un journaliste peuvent avoir des impacts aussi bien positifs que négatifs sur la société. Donc ce code appelle les journalistes à respecter leurs responsabilités sociales dans le sens du renforcement de la cohésion nationale, de l'unité nationale, de la préservation de la paix et de la sécurité. Lorsqu'on va à une élection comme celle qui va arriver, après la publication par la Cour constitutionnelle des listes en compétition, le journaliste doit aller à la recherche de l'information, savoir le message ou le programme de société que portent les listes. Et donc, il y a de la documentation à faire. Et cette documentation vous permet d'être aguerri avant d'aller sur le terrain et respecter les règles du métier. Pour le représentant résident adjoint du PNUD, Maktar Fall, la signature de ce code de bonne conduite traduit l'engagement commun à œuvrer à un environnement socio-politique apaisé. Cette perception, selon lui, est en phase avec la cible 16.10 des ODD qui vise à garantir l'accès public à l'information et protéger les libertés fondamentales conformément à la législation nationale et aux accords internationaux. La 15e foire internationale de Lomé, grand rendez-vous des affaires, a été officiellement ouverte hier à Lomé par la ministre du Commerce et du secteur privé, Madame Bernadette Legisime Balouki. Placée sous le thème « La chaîne de valeur, vecteur du progrès économique », la foire internationale de Lomé offre aux participants plusieurs opportunités, dont la promotion des échanges de produits et services entre les pays de la sous-région. Théophile Dandakou. Une quinzaine de pays sont invités à cette 15e édition. Le Burkina Faso est l'invité d'honneur de cette édition pour laquelle Johnson Kweku Banka invite les exposants à tirer une bonne partie. Le Burkina Faso occupe dans le pavillon Agou 43 stands de 9 mètres carrés, soit 387 mètres carrés occuperont 86 entreprises et sociétés exposantes. Ces chiffres ne tiennent pas compte des exposants traditionnels burkinabés à la foire de Lomé qui ont gardé leur place dans le pavillon mono. Le ministre burkinabé du Commerce et de l'Industrie, Amadou Kabouré, précise l'objectif des expositions burkinabées. Il nous revient de mettre en valeur en accélérant la transformation de nos produits locaux et en développant les échanges commerciaux communautaires. C'est à ce prix que nous pourrons concrétiser les attentes de nos vaillantes populations par la création de richesses et d'emplois durables. Pour réaliser cette noble ambition, il nous faut assurer une meilleure gestion de nos ressources et une bonne gouvernance aussi bien économique que politique. À l'ouverture de cette 15e édition, la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Bernadette Legisime Balouki, a invité le public à faire massivement le déplacement de la foire internationale de Lomé durant les 17 jours d'exposition et a apprêté une oreille attentive au thème retenu pour cette 15e édition, à savoir chaîne des valeurs, facteur de développement économique. C'est l'occasion pour moi de vous inviter ainsi que le public à participer activement aux différents panels qui se dérouleront pendant cette manifestation afin d'échanger et de partager les expériences pour certains et pour d'autres de découvrir les avantages de ce concept de chaîne de valeur. La foire internationale de Lomé constitue un cadre de référence et un grand rendez-vous annuel d'affaires pour développer vos activités en découvrant de nouveaux marchés aboutissant à de nouveaux contrats. Promouvoir le vivre ensemble pour une paix durable, c'est le thème sous lequel ont été lancés hier à Atakwame les championnats scolaires et universitaires 2018-2019. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la recherche Octave Nikwe-Broum. Mileka beaucoup. Au-delà du match d'exhibition de football disputé entre le lycée d'Atakpamé et le lycée moderne d'Anier, remporté par le lycée d'Atakpamé 1-0, le grand public a suivi aussi de l'athlétisme avec 100 mètres dames et le relais de 4 x 400 mètres hommes. Au niveau des dames, la 3e place revient à Koudissa Yawavi, la médaille de bronze du lycée d'Atakpamé, à Damou Tiabatou du lycée Agbonou, la médaille d'argent, et la 1e place, la médaille d'or, revient à Meati Vicaire du CEG Campement. Au niveau des garçons, le lycée d'Atakpamé prend la médaille d'or, suivi du CEG Solidarité, médaille d'argent, et de l'établissement Sephorip, la médaille de bronze. Selon le ministre Octave Nikwe-Broum, ces championnats permettront de réveiller dans la jeunesse les vertus des sports et valeurs civiques et morales. Belle mobilisation ici à Atakpamé, où la jeunesse célèbre le sport et à travers le sport toutes les vertus qui sont liées à ce sport. Persévérance, vertu de solidarité, de loyauté, de performance. Toutes ces vertus sont célébrées aujourd'hui et vont continuer les autres jours. Et avoir la mobilisation de toutes les préfectures de tout le pays, c'est vraiment un gage qui promet pour le lendemain meilleur en matière de sport et dans toutes les disciplines. Quant au directeur des sports scolaires et universitaires Zibo Ayouba, cette saison est encore et aussi un défi. Oui, véritablement c'est un défi parce que j'ai envie de vous dire que chaque fois qu'on entreprend une action, il y a quand même des défis. Aujourd'hui, la particularité que vous allez constater, c'est qu'il y a une nouvelle collaboration qui se noue entre la direction des sports scolaires et universitaires et les fédérations sportives. Vous l'avez constaté au niveau du défilé. Nous avons envie d'organiser des compétitions pour toutes les fédérations en fonction de leur implémentation dans les différentes régions. L'Union des forces de changement UFC a organisé ce matin à Lomé une grande conférence débat suivie d'un atelier politique sur le thème de l'ablorer au développement socio-économique du Togo. Occasion pour les responsables du parti d'éclairer les responsables des fédérations de base de tout le pays sur les derniers développements de l'actualité politique au Togo. Le conférencier a indiqué que l'UFC opte pour l'alternance pacifique. Des kits scolaires ont été récemment distribués aux élèves des villes d'Anfouin dans la préfecture des Lacs et de Mango dans l'Oti. C'est une œuvre de la compagnie d'assurance GTA C2A Vie qui vient accompagner les apprenants relève de demain. Angèle Outondi. Ils sont près de 2000 apprenants d'Anfouin et de Mango à bénéficier de ces kits essentiellement composés de fournitures scolaires. À Anfouin, la compagnie d'assurance GTA C2A Vie a ciblé le PP Central Groupe A et B et la maternelle. Ici, la cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de l'école et de la compagnie d'assurance. Chaque kit composé d'un sac d'écolier, de cahiers et autres accessoires scolaires reste un appui précieux aux efforts des parents résolument engagés dans la réussite de leurs enfants. À Mango, c'est à l'EPP Solidarité Groupe A et B et la maternelle que la compagnie a posé ses valises. Là encore, ce sont près de 1000 élèves qui ont reçu leur kit scolaire. Consciente que l'éducation est la base de tout développement et que l'école constitue la première cellule d'épanouissement de l'homme, la compagnie d'assurance GTA C2A Vie, dans sa mission de créer une société citoyenne, entend donc œuvrer aux côtés du gouvernement togolais pour une éducation de qualité. Les bénéficiaires tant d'Anfouin que de Mango, par la voix de Madame Aoufo Awa, directrice du groupe B à l'EPP Solidarité Mango, expriment leur gratitude à la compagnie d'assurance et promettent d'en faire bon usage pour un bon rendement à la fin de l'année académique. Madame Aoufo Awa, directrice du groupe B à l'EPP Solidarité Mango. La GTA C2A qui nous a fait ce don. Aujourd'hui, on a eu ce don et on est fiers. On est content, très même content de ce don. Ce qu'on peut dire de la GTA, nous aimerions qu'il sensibilise aussi les gens. Parce que nous, à l'EPP Solidarité, parce que tous les enseignants
sont assurés dans GTA CDSA. Donc on souhaiterait qu'ils n'ont qu'à aller en profondeur avec leur sensibilisation et les cadeaux qu'ils font là, qu'ils n'ont qu'à élargir ça. Comme ça permettra les gens de s'adhérer dans GTA CDSA. Pour le directeur commercial et marketing à GTA Cedesa-Vie, Cédric Panou, le geste de la compagnie d'assurance s'inscrit dans la droite ligne de la responsabilité sociétale de la dite entreprise envers ses partenaires et bénéficiaires de contrats. À l'EPP Solidarité Mongo rentre dans le cadre des activités de GTA Cedesa-Vie chaque année depuis déjà 5 ans où nous sommes proches de nos partenaires qui sont les professeurs et puis nous voulons renforcer notre position en faveur de l'éducation. Nous savons que l'éducation est un moteur social très important dans tout pays et GTA Cedesa-Vie veut être le partenaire de choix en allant kit scolaire aux enfants. Donc c'est un coup de pouce. Ce serait trop prétentieux de notre part de dire qu'on vient de combler un grand vide. Nous aussi on a apporté notre pierre à l'édifice. Et c'est cette action que GTA Cedesa-Vie se veut de faire chaque année pour essayer un tant soit peu d'apporter le nécessaire aux enfants les plus reculés dans chaque contrée du pays. Avec plus de 18 années d'expérience, GTA Cedesa-Vie à la pointe de l'innovation développe des produits variés qui répondent aux exigences des assurés en leur garantissant avantages, rentabilité, efficacité et sécurité. Angèle Umtonji, les acteurs de l'économie et des finances se sont réunis hier à Lomé dans le cadre de la cérémonie de clôture du projet de mise en œuvre du système de gestion et d'analyse de la dette SIGAD 6. Ce projet est évalué à près de 4 millions de francs CFA et va contribuer à la soutenabilité des finances publiques dans le cadre d'une stratégie nationale d'endettement et d'une meilleure transparence des informations dans le pays. Ce projet permet également d'analyser les données fiables sur la dette intérieure et extérieure. Manuela Gender, chef gestionnaire du projet. L'impact de notre projet est surtout, ça joue sur la transparence. Notre effort est d'aider au ministère d'économie et des finances de produire des chiffres fiables et actualisés et de les publier au profit justement de l'économie togolaise, car la transparence, ça rassure les investisseurs, ça aide à trouver des nouvelles sources de financement, attirer les investissements et ça devrait normalement contribuer à une croissance économique dans le futur. Deuxième congrès extraordinaire hier de l'Union syndicale des conducteurs routiers du Togo, USYNDICTO. La rencontre est placée sous le thème de la préservation du patrimoine routier, de la lutte pour la diminution des accidents de la circulation. Ce congrès a également abouti au renouvellement du bureau exécutif qui compte 23 membres. Sa mission, définir une feuille de route par rapport aux exigences de la profession. Oukwedio Yaya, secrétaire général de l'USYNDICTO. Ma mission, ma toute première, c'est de sensibiliser les conducteurs dans les gares routières, en ville, pour au moins réduire des accidents dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en novembre. Novembre-décembre, nous avons tendance à dire qu'il y a des accidents qui sont produits au mois de décembre. Effectivement, c'est dû au respect du code de la route. Il y a nos conducteurs qui ne respectent pas le code de la route et les moments là sont tellement denses qu'il faudrait que tout conducteur fasse attention à ce moment de décembre pour réduire énormément des accidents. La population, c'est nos passagers. Je voudrais leur parler en disant ceci. Ils n'ont qu'à eux-mêmes regagner les gares routières pour que, si, en cas de perte de colis, ils peuvent retrouver leurs colis dans les gares routières, là où il a pris son véhicule pour voyager. Les élèves à l'école du cinéma, c'est le projet lancé hier dans 7 établissements scolaires de Lomé commune et de sa banlieue. Le projet initié par l'association Vision du Futur entend implanter les clubs de cinéma dans les établissements scolaires. Et il s'agit aussi de sensibiliser les apprenants sur les opportunités du 7e art. Boukari Amino Mouritala, président du bureau exécutif de l'association Vision du Futur. Le projet Les élèves à l'école du cinéma, c'est un projet qui a vu le jour au lendemain de certaines analyses que nous avons eu à faire suite à certains manquements. L'objectif principal, c'est d'élaborer un cadre de discussion, d'échange avec les élèves pour pouvoir les orienter sur les métiers du cinéma, porteurs d'emploi. Pour cette phase pilote, nous voudrons implanter dans 7 établissements scolaires de Lomé commune et ses banlieues, pouvoir amener ces élèves à travers des courts-métrages et des séries que nous aurons à réaliser avec eux suite aux discussions qui seront menées avec ces élèves pour pouvoir faire ressortir les manquements sur le plan économique et sociopolitique de notre pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma est un secteur porteur d'emploi. Après notre formation, on se cherche, on se recherche, on dit il n'y a pas du boulot, alors que c'est une industrie de production et de consommation. Il n'y a pas que le bureau.
À noter que la sensibilisation dans les établissements scolaires se déroule du 23 au 30 novembre prochain. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réparation, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale AJCROUN entame le 27 novembre prochain la deuxième étape de la prise en charge et de l'indemnisation des victimes. Cette nouvelle étape débutera avec les victimes vulnérables des autres périodes non encore prises en charge. Le AJCROUN remercie toute la population, les victimes et tous les acteurs qui ont œuvré à la réussite de la première étape et invite les uns et les autres à accompagner le processus. C'est un communiqué du AJCROUN. Au Mali, la force française Barkhane a effectué la nuit dernière une opération dans le centre du pays. Cette action a permis de neutraliser une trentaine de djihadistes. Angèle Tondi. Cette opération complexe et d'ampleur qui a permis de neutraliser un important détachement terroriste au sein duquel se trouvait probablement l'un des principaux adjoints de Iyad al-Ghali, Amadoun Koufa, chef de la Katiba Massina, s'est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Mopti. Il s'agissait d'abord d'un raid aérien, puis des troupes ont été héliportées sur la cible qui était un camp de la Katiba Massina. Si la mort d'Amadoun Koufa est confirmée, il serait le deuxième chef de Katiba à être tué par les soldats français en une semaine. Vendredi dernier, l'état-major a annoncé la mort d'Al-Massour Ag Al-Kassim, un cadre qui combattait dans la région de Tombouctou. Pour rappel, Amadoun Koufa est un prédicateur. Dès le début des années 2010, il se rend très populaire grâce à ses prêches aux tonalités sociales qui dénoncent l'hypocrisie des marabouts corrompus. Et ces derniers temps, il a pris du galon. Il apparaît aux côtés de Iyad al-Ghali lors de la dernière vidéo publiée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans il y a 10 jours. Un film qui lui fait la part belle puisqu'il est le seul à prendre la parole. Grâce à lui, le groupe espère élargir sa sphère d'influence en recrutant des combattants Peul, ethnie présente de la Centrafrique à la Mauritanie. En Côte d'Ivoire, la Cour suprême a annulé le scrutin dans 2 communes et 2 régions. La Chambre administrative de la Cour suprême a statué sur 43 requêtes et annulé le scrutin dans les communes de Port-Bouët et de Lokota. Selon les termes de la décision, les régionales à l'eau-Djiboua et dans le Guémon ont également été annulées. Quelques 103 requêtes concernant 60 municipalités et 14 régions avaient été déposées devant la Cour suprême, dont la prochaine audience est prévue pour le 30 novembre prochain. Les évêques congolais dressent un tableau sévère du processus électoral. Les conditions d'une élection crédible ne sont pour l'instant pas réunies, estime-t-il. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, formule une série de recommandations, mais dresse surtout un constat sévère. Les évêques ne se prononcent pas en faveur de l'un ou l'autre des candidats, mais appellent les Congolais à opter pour un leadership nouveau. Nous entamons la deuxième partie de ce journal. Le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo, CADERT, a organisé en milieu de semaine un forum de haut niveau sur le développement des zones de transformation agro-industrielle à travers les partenariats publics et privés au Togo. Il s'agissait pour la rencontre de mettre en lumière les potentialités d'affaires existantes dans le domaine de l'agro-industrie au Togo. Désormais donc, les acteurs nationaux et internationaux du secteur privé disposeront d'atouts et d'opportunités liées à l'agro-industrie. Les participants à ce forum ont également bénéficié de l'expérience réussie de l'agro-business du Rwanda. Pour nous en parler, nous recevons M. Kanimba François, ancien ministre rwandais du Commerce et de l'Industrie. Il est interrogé par Amara Moussa. Monsieur Kanimba François, bonjour.
Vous êtes un ancien ministre rwandais du commerce et de l'industrie, également ancien gouverneur de la Banque centrale du Rwanda. Monsieur le ministre, dites-nous ce qui fait de votre pays un modèle de partenariat public-privé dans le secteur de l'agro-industrie. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai été invité ici pour participer surtout à un panel qui va discuter des programmes de réforme de l'environnement des affaires et du cadre institutionnel pour la promotion des partenariats publics et privés dans le secteur agricole. Vous savez, quand on parle des réformes de l'environnement des affaires en Afrique, le Rwanda est cité dans presque tous les forums maintenant comme étant le pays qui prêche par l'exemple. Dans le rapport de la Banque mondiale sur l'environnement des affaires, le Rwanda, sur une période de 10 ans seulement, est passé d'un classement de 156. Aujourd'hui, nous sommes le numéro 29 sur le plan mondial. Vous comprenez comment on a grimpé les échelons. Et quand vous regardez tout le processus, toutes les étapes, l'organisation du travail qui nous a menés là, je peux avouer sans me tromper que nous avons certainement quelque chose qu'on peut partager avec nos frères africains, surtout ceux qui sont engagés dans la même voie de réforme comme le Togo. Et avant de venir, vous savez, il y a 2 semaines, la Banque mondiale a publié son rapport Doing Business pour l'année 2019. Et c'est très intéressant de lire que le Togo figure au cours des 2 dernières années parmi les 10 premiers pays au monde qui ont engagé beaucoup plus de réformes. Il me semble que là, il y a absolument un momentum qu'il faudrait essayer de maintenir, voir comment consolider cet acquis et s'assurer que dans les 10 prochaines années, le Togo va aussi grimper les échelons pour passer du classement actuel. Le pays est encore au niveau au rang de 137 pour peut-être se placer, pourquoi pas, comme le Rwanda, parmi les 30 pays au monde qui offrent un environnement favorable au développement des affaires par rapport aux autres pays en développement. Comment fait le Rwanda pour attirer les investisseurs privés dans ce secteur de l'agro-industrie? Alors, spécifiquement pour parler des progrès que fait le Rwanda pour attirer les investisseurs privés dans le secteur agro-industriel, je pourrais vous dire comme partout ailleurs en Afrique, dans les années 60-70, juste après les indépendances, le gouvernement rwandais a investi beaucoup de ressources publiques dans le développement des chaînes de valeur agricole, surtout ceux qui sont centrés sur la promotion des cultures d'orange comme le café, le thé, mais aussi sur certaines spéculations vivrières, mais qui représentent un marché important sur le plan du développement comme le riz. Initialement, le gouvernement a pris le devant, mais il s'est avéré par la suite que la performance de la gestion des institutions publiques, surtout pour les activités commerciales, et les difficultés pour le secteur privé d'entrer en action pour accompagner les affaires du gouvernement ne facilitait pas de percer sur le marché global afin de faire de ces chaînes de valeur une véritable dynamique de développement. C'est pour ça que les réformes majeures envisagées ou mises en œuvre par le Rwanda, et surtout après le génocide des Tutsis des années 1994, où pratiquement les principales chaînes de valeur ont été libéralisées pour ouvrir la participation du secteur privé dans les investissements et la commercialisation et mettre fin au monopole public. Cela a permis une éclosion des opérateurs privés qui expriment un intérêt pour investir dans ce secteur. Mais qu'est-ce qui a surtout favorisé ça? Ce qui a favorisé ça, c'est que tout en se désengageant des activités commerciales, le gouvernement a mis en place des agences de régulation extrêmement solides qui sont en mesure de mettre en place les règles du jeu et de les faire respecter pour créer plus de visibilité, de prédictibilité pour un investisseur privé qui voudrait entrer dans la filière. Et ce genre d'agence de régulation constitue le garant, si vous voulez, pour l'attraction des investissements du secteur privé. Et il faut absolument s'assurer que ces agences sont en place, sont opérationnelles. Et évidemment, j'ai entendu le documentaire sur la promotion des investissements au Togo. Et, entre autres, le gouvernement met aussi un accent sur les dispositifs de réduire le niveau de corruption dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, que vous le voudriez ou non, le coût de la corruption, surtout pour les pays où la corruption représente encore un grand problème, c'est un frein majeur au développement des entreprises privées. Parce que quand il faut intégrer le coût de la corruption dans le coût total des investissements, parfois ça devient non compétitif et les gens préfèrent se retenir ou aller ailleurs. Quels sont justement les garde-fous qui obligent une sincérité et une véritable synergie des actions publiques et privées dans ce partenariat? Alors ça c'est très important. Vous pouvez mettre en place des agences de régulation pour attirer les investissements privés, mais si vous ne contrôlez pas la corruption,
ça peut ne pas amener aux résultats souhaités. Raison pour laquelle la lutte contre la corruption au Rwanda, pendant les 20 dernières années, a été vraiment le cheval de bataille, qui explique en partie les progrès et les réussites observées au Rwanda en matière d'attirer les investissements privés. C'est quelque chose qui va au-delà du discours. Il y a des dispositifs institutionnels concrets qui ont été mis en place pour le contrôle de la corruption. Je pourrais citer à titre d'exemple le principe tolérance zéro de la corruption, où le président de la République lui-même prêche par l'exemple, en arrêtant ou en mettant dehors n'importe quel politicien, à commencer par les ministres. Lorsqu'il y a un indice quelconque qu'il y a un risque d'un ministre impliqué dans la corruption, ça, le président de la République n'hésite pas. Et nous avons mis en place au Rwanda un office de l'auditeur général des finances de l'État qui produit un rapport sur la gestion des finances publiques annuelles. Ce rapport est soumis au Parlement. Il est discuté et tous les indices ou les indicateurs de mauvaise utilisation ou de mal-utilisation des ressources publiques par les hauts fonctionnaires sont pointés du doigt. Et le Parlement prend des sanctions contre ce genre de fonctionnaires. Et ça, je vous dis, ça dissuade progressivement les cadres de l'État à des tentatives d'être impliqués dans des activités de corruption. Nous avons un bureau de l'Ombudsman. Le bureau de l'Ombudsman, c'est un bureau qui est surtout chargé de la lutte contre les injustices. Mais en particulier, ce bureau est aussi chargé de contrôler le rythme auquel les fonctionnaires de l'État s'enrichissent à travers la déclaration annuaire des biens de toutes les autorités publiques qui commençaient par le président de la République. Donc quand vous avez la responsabilité publique, vous êtes tenu de déclarer annuellement vos actifs. Et comme ça, on peut suivre pour s'assurer que la façon dont vous construisez votre richesse est quelque chose qui peut être justifié réellement par votre rémunération. Monsieur Kanimba François, je rappelle que vous êtes un ancien ministre rwandais du commerce et de l'industrie, également ancien gouverneur de la Banque centrale du Rwanda. Est-ce que les gros investissements des opérateurs privés ne donnent-ils pas des soucis aux petits exploitants agricoles, notamment les ruraux? Non, au contraire. Au contraire, le grand problème des petits producteurs agricoles en Afrique, c'est lequel? Le grand problème numéro 1, c'est l'accès aux intrants modernes. L'accès aux intrants modernes et l'accès à l'infrastructure pour pouvoir écouler facilement leur production. Quand vous avez des investisseurs de référence qui entrent dans une filière pour faciliter l'accès au marché pour les petits fermiers, ça ouvre les opportunités et les perspectives. Et le plus important, comme je disais tout à l'heure, l'importance d'une agence de régulation de l'État qui encadre le dialogue entre les différentes parties prenantes dans une chaîne de valeur pour s'assurer que les revenus créés dans une chaîne de valeur sont équitablement distribués entre les différentes parties prenantes. Ça, c'est essentiel. Par exemple, pour les grandes filières de promotion des exportations des produits de rente, si vous n'assurez pas un mécanisme où les prix qui sont payés aux producteurs pour les produits de base sont justes et reflètent ce que ces filières génèrent sur le marché international des produits de base, effectivement, certains opérateurs privés peuvent se cacher derrière l'inefficacité de fonctionnement du système de régulation et encaisser des revenus inédits. Ça, c'est le rôle des agences de régulation. Et ça, il faut s'assurer que ces agences sont en place et fonctionnent très bien. Merci, M. Kanimba François. Écho du Palais. Le nommé Nago, muni de profession et âgé de 26 ans, demeurant à Lomé, a été accusé de pédophilie sur une fillette de 11 ans. Il a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Hélène Assabi nous en donne les détails. Dans la soirée du 26 mars 2012, la fillette Bella, alors âgée de 11 ans, a été envoyée par sa tutrice pour aller prendre de la farine de maïs au moulin du nommé Nago. Lasse d'attendre sa fille qui ne revenait pas, la tutrice s'est rendue elle-même au 10 moulins. Interpellé, le meunier a essayé en vain de lui faire croire que sa fille était déjà partie avant qu'elle ne découvre celle-ci dans le local attenant au moulin et servant de chambre au meunier. En réalité, c'est l'arrivée de la tutrice qui a mis fin à l'entreprise du meunier. Avant cela, il avait en effet réussi à déshabiller la fillette, à lui faire des attouchements et était sur le point d'avoir des rapports sexuels avec elle.
tant à l'enquête préliminaire que devant le juge d'instruction. L'inculpé a reconnu les faits qui lui sont reprochés en soutenant toutefois que c'est la fillette qui s'était introduite dans sa chambre et l'avait invité à avoir des rapports sexuels avec elle. Il a précisé qu'ils se sont simplement caressés et qu'il n'y avait pas eu d'acte de pénétration. Les renseignements recueillis sur le meunier lui sont en tout cas favorables. Menuisier de formation, il a quitté son village natal pour Lomé en quête de moyens en vue de monter son atelier. Il est présenté comme un garçon sage qui ne fait pas de compagnie et qui n'aime pas la bagarre. Il est aimé par son entourage. Mais étant donné que ces faits constituent le crime de pédophilie prévu et puni par l'article 393 du Code de l'enfant, il a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle.